Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président de l'UPR, François Asselineau. François, bonjour, Bonjour. Et merci de revenir sur le plateau de François. Je pense que on va aujourd'hui faire un petit peu un panorama complet de l'entre-deux tours de ces élections et de l'état de la France. Vous n'avez pas eu les parrainages, ces parrainages qui sont quand même un grand souci aujourd'hui. On a vu que certains candidats, comme Marine Le Pen qui est arrivée au second tour, avaient eu du mal. Qu'est-ce que vous pensez, on va dire, de ce système aujourd'hui ? Écoutez, moi je pense que c'est un système... Enfin, ça ne va plus du tout, parce que d'abord... ce système, il est hérité, en fait, de la 4e République. Lorsque De Gaulle a été élu en 58 président de la République pour son premier mandat, il a été élu sous l'empire de la première version de la Constitution de 1958, et donc par un corrélège électoral qui était celui qui élisait, qui avait élu Vincent Auriol ou René Coty, et qui était un peu, c'est pas exactement la même chose, mais un peu comparable au collège des gens qui aujourd'hui donnent les parrainages. Et lorsque De Gaulle a fait adopter l'élection au suffrage universel par les Français en 1962, pour contourner les partis politiques, il y a eu dans son entourage, et Perfit le rappelle d'ailleurs dans le C'était De Gaulle, à commencer par Pompidou, qui ont dit il faut avoir un filtre. Et donc le filtre, ça a été, on a essayé de réintroduire par la fenêtre ce qui était sorti par la porte, c'est-à-dire une espèce de collège d'élus, de notables qui filtrerait qui et quoi. C'est là qu'il y a une ambiguïté fondamentale. C'est qu'on ne sait pas ce dont il s'agit. On explique aux Français, on explique aux élus qu'il ne s'agit pas d'un vote. Et donc, on explique que quelqu'un, par exemple, peut être très bien quelqu'un de gauche et donner son parrainage à M. Zemmour, à Mme Le Pen, ou bien quelqu'un de droite et donner son parrainage à M. Mélenchon. C'est ce qu'on nous a expliqué à satiété pendant les mois écoulés. Mais si ça n'est pas un vote, alors c'est sur quoi, sur quels critères, en fait, qu'il faut se déterminer. Et c'est là qu'il y a une ambiguïté folle, sur laquelle les partis politiques ont joué. D'abord, ils sont passés de 100 à 500 quant au nombre de parrainages, et il y a des pressions considérables qui sont exercées sur les maires. On le voit d'ailleurs. Les 3 premiers candidats arrivés après Emmanuel Macron, c'est-à-dire Mme Le Pen, M. Mélenchon et M. Zemmour, tous les 3 ont eu des difficultés, des très grandes difficultés, à avoir les parrainages. Et en réalité, c'est M. Bayrou qui s'est autoproclamé comme ça une espèce de Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Et M. Bayrou s'est donc autoproclamé. Il a récupéré des parrainages en blanc des maires qui lui faisaient confiance et il les a attribués selon son bon vouloir, j'imagine, en connivence avec M. Macron. Puisque M. Bayrou a donc donné des parrainages à ceux à qui il en manquait, un petit peu à Mme Le Pen, quoique l'affaire soit débattue, parce que je crois que Mme Le Pen dit qu'elle n'y a pas eu recours. En tout cas, de façon certaine, à M. Mélenchon, qui en fait n'en avait pas besoin puisqu'il a terminé à plus de 900. De façon certaine à M. Zemmour. De façon certaine également à Philippe Poutou, qui en avait moins que moi et qui, d'un seul coup, en a eu plus de 500. Moi, j'ai eu M. Bayrou au téléphone, personnellement. Je lui ai demandé qu'il me donne un coup de main comme il le donnait aux autres. Ensuite, il est resté très évasif. Ensuite, j'ai été en contact avec 2 députés de son entourage, où j'ai expliqué que j'étais le seul candidat pour proposer le Frexit, donc c'était une voix qui manquerait si je n'étais pas. En fait, c'était peut-être justement l'objectif recherché, puisque M. Bayrou ne m'a absolument pas donné le moindre coup de main, alors qu'il a préféré en fait avoir un M. Poutou, donc un candidat trotskiste de plus, à l'Assemblée nationale. M. Poutou, qui d'ailleurs, bien entendu, appelle à voter pour Macron. Donc un problème de représentation, un problème parce qu'il y a des pressions sur les maires. Oui, écoutez, on le voit de façon claire quand on regarde les résultats aux élections par rapport au nombre de parrainages. Le candidat qui a eu le plus de parrainages, c'est Mme Pécresse, qui en a eu plus de 2200. Elle a fait 4,7% des suffrages. Madame Hidalgo a dû avoir 1800 parrainages, quelque chose comme ça. Elle a fait 1,5. De telle sorte que ces 2 partis, le parti de Mitterrand et le parti de Chirac, qui sont en pleine nécrose, qui sont en fait au bord de la disparition, leurs 2 candidats cumulés ont fait 6,5%, mais ils ont siphonné quelque chose comme à peu près 4000 parrainages sur les 14 000 qui ont été distribués. Ça doit faire quelque chose comme 28% des parrainages, alors qu'ils ont eu que 6,5% des voix. Bon. En revanche, Madame Le Pen, elle est arrivée en tête dans 20 300 communes, je crois, 57% des communes de France. C'est incroyable.
On n'en a pas suffisamment parlé. Elle est arrivée en tête dans de très nombreuses communes rurales. Pour la petite histoire, elle est arrivée en tête à Château-Chinon, Madame Le Pen, qui était quand même le fief de François Mitterrand. Bon. Si elle est arrivée en tête dans 20 300 communes, il n'en demeure pas moins qu'elle a eu du mal à avoir les 500 parrainages de 500 maires. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 19 800 maires, si l'on peut dire, qui sont à la tête de communes dont la majorité de la pas la majorité, mais dont la population a voté en premier, avant tout autre candidat pour Madame Le Pen, et 19 500, 800 maires, à supposer que ce soit les communes qui ont voté Le Pen qui aient parrainé Madame Le Pen, ce qui n'est pas forcément évident, eh bien, qui ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des pressions. Et moi, je l'ai vu pour moi-même. Nous, on a eu quand même beaucoup de militants sur le terrain. Je suis allé moi-même sur le terrain. Et je vous assure, c'est triste, parce que j'ai vraiment vu des maires qui me connaissaient souvent à peine, un petit peu, parfois pas du tout. Et pas tous, hein, mais beaucoup des maires qui me recevaient. D'abord, dans la mesure où ils m'avaient donné un rendez-vous, donc ils étaient prêts à m'écouter. Franchement, il y en a beaucoup qui étaient très intéressés par ce que je leur apprenais. Ce que je leur apprenais. Sur la politique des régions, sur la politique vis-à-vis des collectivités locales, sur le poids de l'Union européenne, etc., etc. Et qui trouvaient que ce discours était vraiment novateur, c'était vraiment... Ils avaient l'impression d'un seul coup de comprendre. Intéressés par la philosophie, par le discours, mais, par exemple, je me rappelle, il y avait dans un village du Cher, une dame qui m'avait reçu avec plusieurs membres du conseil municipal. Elle était vraiment enthousiaste. Et quand je l'ai rappelé quelques jours après, elle m'a dit non, mais vous comprenez, j'ai eu le président de la Comcom qui m'a dit fallait surtout pas que je vous parraine. Donc il y a eu vraiment des pressions considérable là-dessus, et la peur aussi. La peur ah oui, mais vous comprenez, sortir de l'Union européenne. Donc c'est ça. Ils sont gouvernés par la peur. Et tous me disent, mon nom va être publié. Donc on peut pas avoir ce système. Ce système, il est diabolique, si vous y réfléchissez bien. C'est que, on dit que ça n'est pas une sélection, mais c'est quand même une sélection. Sélection faite par qui et par quoi? C'est pas un vote, mais alors selon quels critères? Normalement, les maires devraient c'est ce que je leur disais d'ailleurs, vous devriez vous demander en conscience qui est capable d'exercer les fonctions de président de la République. C'était fait pour ça à l'origine. Quelles que soient ses idées par ailleurs, est-ce que ce monsieur ou cette dame que j'ai devant moi a l'expérience nécessaire, le bagage culturel, intellectuel, professionnel nécessaire, la capacité à se présenter de façon raisonnable devant les Français pour présenter. Mais non, ça, les maires l'ont oublié et ils sont sujets à des pressions qui leur viennent de Dieu sait où. Alors, on est donc dans un système qui aboutit à une distorsion complète Et alors, comme ce système a tendance à écarter tous ceux qui ont une parole un petit peu forte, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Monsieur Mélenchon, comme ça les écarte, et comme il était à l'évidence quasiment impossible pour la paix civile que Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Zemmour n'aient pas eu leur parrainage, on le voit bien, puisqu'ils sont arrivés 2, 3, 4. Donc ça donne le pouvoir à quelqu'un comme Monsieur Bayrou, qui en fait sélectionne les candidats qu'il va promouvoir. Vous savez, c'est assez incroyable comme histoire. On est dans un système qui n'est pas sans rappeler celui qu'il y a en Iran. Vous avez le Conseil des gardiens de la Révolution, je sais pas quoi. Lorsqu'il y a une élection présidentielle, il y a 10, 12 candidats qui se présentent, qui doivent présenter un dossier, qui sont examinés par un collège où il y a moitié des mollahs en turban, l'autre moitié c'est des laïcs, et qui examinent et qui donnent l'autorisation ou pas de se présenter à l'élection présidentielle. Et si vous avez un candidat qui est ouvertement laïque ou qui a pris ses distances, par exemple avec la religion officielle, avec l'islam chiite, il sera écarté. Voilà, donc il y aura une nuance simplement entre donc les partisans. Là, vous dites qu'on a écarté le candidat qui est, on va dire, pour le Frexit. Ben oui, mais moi, si vous voulez, vous avez un collège des gardiens de l'européisme avec les mollahs enturbanés en bleu aux étoiles d'or, c'est Monsieur Bayrou, et puis quelqu'un qui veut sortir de l'Union européenne, on dit non, celui-là, c'est pas possible. Et pour vous, il faudrait que ces parrainages restent, on va dire, nominatifs ou qu'on les anonymise. Ben non, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait revenir à l'anonymat des parrainages, premièrement, ou alors, autre chose, avoir, par exemple,
comment dire, des pétitions, et que quelqu'un puisse présenter, mettons, 50 000 Français venant avec leur carte d'identité pour parrainer un candidat. Ça serait, parce que ça montrerait que c'est quelqu'un qui représente quelque chose. 50 000, ça serait pas forcément mal. Ou alors, et puis alors, autre chose aussi que je voudrais dire, puisqu'on parle de ces questions, il y a quelque chose qui ne va pas en France. Mais alors, pas du tout. C'est la campagne électorale elle-même, puisqu'elle commence beaucoup trop tard. Les gens si j'avais eu mes parrainages, j'aurais été comme, par exemple, Jean Lassalle, ou Nicolas Dupont-Aignan, ou Nathalie Arthaud. C'est-à-dire que les Français, même pire, puisque encore les personnes dont je parle, Nicolas Dupont-Aignan a eu un petit peu de médias, mais Jean Lassalle ou Nathalie Arthaud ont eu quasiment aucun média. En fait, ils ont eu 3 semaines pour faire campagne. C'est-à-dire que j'aurais été candidat, c'était un peu la même chose qui m'est arrivé en 2017, j'aurais eu 1 mois. C'est pas raisonnable quand vous en avez d'autres qui pendant des années sont connus par les Français. Donc, à mon avis, ce qu'il faudrait aussi comme modification, c'est que la liste définitive des candidats soit arrêtée non pas 1 mois avant le premier tour, mais 4 ou 5 mois avant. Par exemple, je sais pas, la mi-novembre pour le mois d'avril. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, qui pour moi n'est pas un modèle, mais quand même. Les élections ont lieu le premier mardi de novembre pour la présidentielle, mais on connaît les candidats au mois de juillet. Donc il y a quand même mois de juillet, mois d'août, le système de primaire qui permet justement. Voilà, on a le mois de juillet, août, septembre, octobre pour pour faire campagne. Pour faire campagne. Alors que en France, vous avez des candidats qui font campagne pendant des années, des mois en tout cas, et qui passent à jet continu dans les médias, et puis d'autres qui ont vraiment une petite miette. C'est d'ailleurs l'une des dénonciations, à juste titre, que fait actuellement Jean Lassalle. C'est une parodie de démocratie, en fait. Donc, François Asselineau, vous n'avez pas eu vos parrainages, donc on vous a souvent dit que vous étiez un candidat du système. Aujourd'hui, on peut plus. Ah ben non, là, je pense que il y a une de vos collègues, journalistes, qui m'a dit en aparté, maintenant, on peut plus dire que vous êtes un candidat du système. Oui, parce qu'il y avait des gens qui avaient dit, quand j'ai créé mon parti politique, que j'étais un sous-marin de l'UMP ou des Républicains pour essayer de diviser. Non, pas du tout. Moi, je suis un homme libre et moi, je dis ce que je crois être juste pour mon pays. On en voit d'ailleurs les conséquences. Mais depuis que je n'ai pas eu mes parrainages, en fait, c'est pas mal du tout parce que sous un certain angle, parce que beaucoup de gens qui me suivaient d'un seul coup se sont dit en effet, il n'est pas dans le système. C'est pas un magouilleur. Je suis pas un magouilleur. Voilà. Donc ils viennent écouter votre parole. Ils viennent écouter notre chaîne UPR TV. A dépassé les 300 000 abonnés. On est en croissance verticale. Les vidéos que je fais, elles font parfois plusieurs centaines de milliers. Maintenant, presque systématiquement, 200, 300 000 vues. J'ai même fait une vidéo sur la Russie et l'Ukraine, il y a un peu plus d'1 mois, on en est à 1 200 000 vues sur YouTube, c'est beaucoup. Donc on a vraiment maintenant un grand succès. Et ce succès, je crois, il est en partie... je viens pas de zéro, il était déjà là, mais depuis que j'ai pas été candidat, les Français se sont résolus à admettre que ce que je disais, c'était la vérité, c'est que je suis un homme libre, je ne dépends de personne, sauf des gens qui veulent bien nous subventionner, parce qu'on est comme tout le monde, on a quand même besoin d'argent, et nous ne dépendons que de l'argent de nos adhérents, de nos sympathisants. Les gens ont oublié, à commencer par les journalistes, mais à continuer par les responsables politiques, ont oublié ce que c'est qu'un président de la République. Un président de la République, c'est pas Dieu le Père, c'est pas quelqu'un qui guérit tous les écrouelles. Les Français ont une vision monarchique de la présidence de la République, mais ils ont aussi une vision, c'est presque un problème psychanalytique. C'est comme si c'était le bon papa qui va résoudre tous les problèmes. Non. Le président de la République, il a des pouvoirs qui sont précisés, même si ça reste un petit peu flou, mais précisés par l'article 5 de la Constitution. Il est d'abord le garant, il veille au respect de la Constitution, ce que Macron n'a absolument pas fait, il l'a piétiné. Ça veut donc dire au passage que le président de la République doit parfaitement connaître la Constitution française. Deuxièmement, il est le garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics, de la continuité de l'État. Lorsque Macron, par exemple, veut supprimer le corps préfectoral, l'ENA, l'inspection des finances, l'inspection générale de l'administration, l'inspection des affaires sociales, etc. Maintenant, le corps diplomatique, il torpille la continuité de l'État. Donc, il viole la Constitution. Et puis, la dernière phrase de l'article 5, elle est fondamentale. Le président de la République est le garant de l'unité, de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc,
le président de la République, son devoir est consubstantiel à celui de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire. Lorsque Macron, par exemple, derrière le dos des Français, fait de l'Alsace une collectivité européenne d'Alsace, alors même que les Alsaciens, en 2013, consultés par référendum, avaient voté non, Macron piétine la Constitution. Voilà. Et en fait, du respect des traités, je ne cesse de le dire depuis 15 ans, cette fois encore, l'élection présidentielle s'est déroulée sans que l'on mette les candidats devant leurs responsabilités en termes de traités européens, notamment. Et il n'y a pas eu vraiment de débat lors du premier tour. Il y a un truc que je trouve assez fascinant. Je regarde beaucoup Internet, je regarde beaucoup les débats, les commentaires sur Twitter ou sur les forums qu'il y a sur les journaux, etc. Je vois des gens de droite s'exprimer, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. C'est assez fascinant de constater que il y a quand même si ça a un petit peu progressé, le nombre de ceux qui parlent des questions européennes, l'écrasante majorité des interventions font comme si l'Europe n'existait pas. Font comme si, par exemple, Mélenchon, son programme, ah là là, c'est terrible, il était de gauche, etc. Je l'ai déjà dit, le programme de Mélenchon n'est inapplicable dans le cadre des traités européens. Il a eu, il faut le reconnaître, dans sa profession de foi, il a eu l'honnêteté nouvelle, parce que c'était pas le cas en 2017, de préciser que si ces mesures sont contraires aux traités européens, il désobéira aux traités. Il l'a mis noir sur blanc. Bon. Mais ça, le problème, c'est qu'il a mis ça, mais il n'a pas mis quelles sont les conséquences. C'est ça le truc. C'est qu'il faudrait que les gens qui ont voté pour Mélenchon sachent quelles sont les conséquences. Hein. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit sur la question de Madame Le Pen, parce que beaucoup de ces candidats, j'ai fait une vidéo récemment pour montrer que il y a les candidats dont le programme était contraire aux traités européens, c'est 61% des voix. Tous les candidats. Et encore, j'aurais pu y ajouter d'autres, parce que, en fait, il y en a d'autres, mais je me suis limité à Madame Le Pen, plus Mélenchon, plus Zemmour, plus Lassalle, plus Dupont-Aignan, plus Roussel, plus comment il s'appelle, Poutou, plus Nathalie Arthaud. Ça en fait 8. Ils font 60,97% des suffrages. Leur programme est inapplicable dans le cadre des traités européens. Voilà. Et donc on a une espèce de grand non-dit. C'est vraiment, c'est le déni, c'est le refoulé de la société française. On ne parle pas des traités européens. Et là, comme on voit que Madame Le Pen est en position d'être élue, eh bien, d'un seul coup, vous avez vu qu'à la Commission européenne, ça s'agite. Et ils l'ont traitée de frexiteuse. Et ils ont essayé de montrer qu'elle voulait sortir de l'Union européenne. Mais finalement, ils n'ont pas allé très loin parce que, en fait, les Français, ça correspond aussi un peu à un souhait des Français, ce qui se passe. Je pense que les Français ne veulent pas trop qu'on en parle. Voilà. Ils ne veulent pas, statistiquement, les Français ont peur de l'idée de sortir de l'Union européenne, mais statistiquement aussi, il y a de plus en plus de Français qui rejettent la question européenne. Donc c'est une espèce de cadavre dans le placard. Le problème, c'est que les cadavres dans le placard, vous savez comment ça se termine. Ça commence à empuanter toute une pièce. Enfin, je suis pas un connaisseur, mais enfin j'imagine. Et puis jusqu'à ce qu'il faille faire venir police secours parce qu'il y a un petit problème. On en est là. C'est-à-dire que la question européenne en France se nécrose, on n'a pas le droit d'en parler, mais elle commence à empuantir toute l'atmosphère jusqu'au jour où... Donc on n'en parle pas aujourd'hui, donc on est entre les deux tours, c'est un rematch de 2017 avec des positions qui sont peut-être encore plus marquées, avec d'un côté une partie de la population qui est tout sauf Macron et de l'autre côté c'est tout sauf les extrêmes. Donc pour vous, on a dans le passé, on vous a caractérisé d'extrême droite, même si jamais vous vous en défendez et que ça a été requalifié. L'extrême, c'est quoi en fait? Alors, on m'a pas vraiment qualifié d'extrême droite, sauf que sur ma notice Wikipédia, il y a une âme bien charitable qui l'a mis, mais on m'a écrit également, on m'a mis centre ou gaulliste, ou etc. Moi, ce que je sais, c'est que le ministère de l'Intérieur, qui est seul habilité, parce qu'il y a un bureau qui s'occupe de ça, au ministère de l'Intérieur, a donné une étiquette, nous êtes toujours classés en divers, c'est-à-dire un parti politique qui est inclassable. Inclassable comme notre programme, qui n'est pas un programme évidemment de droite ou de gauche, plutôt à mon avis avec de fortes colorations sociales qui le rapprochent. En fait, ça se rapproche du Conseil national de la résistance de 1943. Donc c'est un programme au-dessus du clivage droite-gauche. Ça se reflète d'ailleurs
dans nos adhérents et sympathisants qui viennent vraiment de partout. Donc c'est un parti assez difficilement classable. Deuxièmement, on m'a plus traité, un peu comme vous, de complotiste, conspirationniste. C'est ça qu'ils avaient trouvé à m'envoyer dans les gencives en 2017 lorsque j'ai été candidat. Mais comme en fait on ne sait pas très bien comment me traiter ni comment me répondre, c'est un journaliste connu qui m'avait dit il y a plusieurs années, qui m'avait dit « Est-ce que vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité et pourquoi on débat pas avec vous ?» Donc je lui ai dit non. Et il m'avait répondu « Parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. » Oui, parce que, si vous voulez, quand je cite des articles des traités européens, alors on me brocade parce que je cite des articles des traités européens, c'est comme si vous vous moquiez d'un médecin parce qu'il connaît la médecine, ou d'un avocat parce qu'il connaît les articles du code pénal, quoi. C'est un peu votre travail de connaître ces traités. Surtout que je les rappelle tout à l'heure, le devoir du président de la République, selon l'article 5 de notre Constitution, c'est justement de veiller au respect de la Constitution et au respect des traités. Si revenons un petit peu sur quelques-unes de vos déclarations, vous avez dit publiquement qu'un deuxième mandat de Macron serait l'annihilation de la France. Est-ce que c'est pas une position un peu extrême, ou est-ce que vous jugez, comment jugez-vous le quinquennat du candidat Macron? Franchement, écoutez, j'ai 64 ans, je commence à avoir de l'expérience, à avoir vu beaucoup de choses. Je suis en fin de mandat, les présidents sont souvent très fortement critiqués, pas toujours, puisque il y en a qui sont réélus. De Gaulle avait quand même été réélu sans difficulté en 1965. Il est vrai que la première fois, il n'avait pas été élu au suffrage universel en 58, mais par les assemblées. Mitterrand a été réélu en 1988, mais il est vrai qu'il sortait de 2 ans de cohabitation, donc il était devenu le chef de l'opposition. Et pareil pour Chirac en 2002. Donc la popularité des présidents, elle s'effrite au cours du mandat. Mais je n'ai jamais vu quelque chose comme ce qui vient de se passer. Et moi, je suis personnellement, je sais qu'il y a des millions de Français qui sont comme moi. Non, on peut pas avoir 10 ans de Macron, c'est pas possible. C'est vraiment, je pense que la France je sais pas ce qu'elle deviendra, mais je crains beaucoup que tout soit possible. En 2017, j'ai été candidat. Après ça, je me suis retiré. Je n'ai donné aucune consigne de vote. Parce que, moi, j'ai été toujours très critique du Front National. Je notais d'ailleurs que Mme Le Pen, contrairement à ce qui était dit, ne voulait pas sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Macron, il avait le bénéfice du doute, il était jeune, etc. Donc moi, je n'ai pas donné de consigne de vote en 2017. Et là, j'ai donné une consigne de vote, parce que là, d'abord, Mme Le Pen, je pense honnêtement qu'elle a pas mal changé. Vraiment. C'est plus la même personne. Moi, j'ai regardé son programme. Il y a des choses qui sont contestables aux yeux de la gauche. On pourrait en parler d'ailleurs, parce que ce sont, par exemple, la priorité nationale. On peut en parler, mais elle existe en France. Un haut fonctionnaire comme moi, vous ne pouvez pas présenter les notes si vous n'êtes pas français. Vous ne pouvez pas les voter si vous n'êtes pas français. Il y a des quantités de pays au monde, à commencer par Singapour, la Suisse, etc., où cette priorité existe. Qui avait été créée à l'origine. Donc, si vous voulez, sur cet aspect de son programme, je comprends qu'il y ait des gens qui soient offusqués, mais c'est pas une valeur d'extrême droite. Sur le bilan, on va dire, du quinquennat Macron, puisque vous avez... Oui, j'ai pas répondu. Je voulais simplement vous dire, c'était que je pense que le Front National, le Rassemblement National, d'abord a fait sa mue, et que Madame Le Pen, d'ailleurs on voit les gens qui l'ont quittée quand même. Ça veut dire qu'elle a quand même une évolution de sa personnelle. Quand je l'entends parler à la télévision, j'ai l'impression que c'est plus la même personne qu'il y a 5 ans. Il me semble qu'elle a mûri, qu'elle est beaucoup plus, qu'elle est dans sa vraie personnalité. C'est l'antithèse de quelqu'un comme par exemple Valérie Pécresse, qui était ce que des psychanalystes appellent un faux self. C'est-à-dire elle jouait un rôle et tout le monde l'a perçu. Madame Le Pen, là, j'ai l'impression qu'elle ne joue pas un rôle. En revanche, Macron, lui, c'est quelqu'un qui a une personnalité extraordinairement à facettes, qui ment constamment. Donc c'est un séducteur, en fait. Au sens profond, subducere en latin, c'est-à-dire conduire, ducere, par-dessous. Donc il agit sur des émotionnels, sur le cerveau reptilien, sur des foucades, etc. Il peut se montrer extrêmement sympathique. Mais en fait, il fait le contraire exact de ce qu'il dit. C'est hallucinant. Quand on voit, par exemple, qu'il dit qu'il veut absolument faire travailler nous tous, par exemple, son slogan « Nous tous ». Nous tous, vous vous rendez compte qu'il y a quand même 16 000
cahiers de doléances qui ont été rédigés à partir de la fin 2018, 16 000. Ça veut dire des centaines de milliers de Français de bonne composition qui se sont dit « Ah bah tiens, je vais rédiger un cahier de doléances comme en 1789 ». Moi, j'en parle en connaissance de cause. Il y a mon ancêtre qui s'appelait François Asselineau qui avait signé le cahier de doléances du village de Saint-Denis-de-l'Hôtel le 20 avril 1789. J'ai retrouvé ça dans des archives. Donc les Français, ils se sont dit « Ben voilà, il veut bien nous écouter, on va voir ». Donc est-ce que vous imaginez ce que ça représente que dans toutes les villes de France, des communes, des gens qui vont dire leurs doléances, voilà ce qu'ils voudraient, etc. Tout ça a été récollé, envoyé aux archives départementales, terminé. Ah, rien. En termes de, j'ai envie d'être grossier, mais j'aime pas trop ça, mais je vais quand même le dire. Moi, j'appelle ça du foutage de gueule. Mais vraiment. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que de demander à des centaines de milliers de Français de rédiger un truc, après mettre ça verticalement, et après réapparaître en disant je vais vous écouter. Je veux dire. Bon, il y a eu quand même eu la crise entre-temps, donc peut-être que la crise venant à atténuer cet usage de ces cahiers de doléances. Moi, écoutez, quand je prends le bilan Macron, je ne vois pas ce qu'il y a de positif. J'ai vu peut-être, je sais pas, le resto U à 1 euro. Mais il a quand même eu 28% au premier tour. C'est ça qui est dramatique. Donc, comment l'expliquez-vous ? Parmi les choses les plus tragiques qu'il a faites, c'est qu'il a, en fait, il s'est arrangé. D'abord, il est le candidat de l'oligarchie à l'évidence. Bon, et ça continue dans ce deuxième tour quand vous prenez les journaux. Quand vous prenez Le Monde, je voyais Le Monde d'hier, c'était sur le programme économique de Madame Le Pen est un truc en trompe-l'œil. Je suis pas là pour défendre Madame Le Pen, mais qu'on vienne pas nous donner des leçons d'économie en faveur de Macron. Macron, il a endetté la France plus qu'aucun chef d'État depuis Vercingétorix. Il nous laisse une ardoise monumentale. Nous sommes dans une situation calamiteuse en point de vue économique. Donc, j'ai vu également M. Tirole, prix Nobel d'économie, qui vient chipoter le programme de Madame Le Pen, parce que, paraît-il, il manquerait quelques milliards d'euros. Mais enfin, est-ce qu'on se rend compte que Macron a endetté la France entre 500 et 600 milliards d'euros pour ne rien faire de productif, d'ailleurs, pour simplement payer des gens à ne rien faire pendant la pandémie. Ça, c'est dingue. Regardez comment la Suède a géré son truc. Alors, quand on prend toutes les choses les unes après les autres, l'économie, le social, les affaires étrangères, l'environnement, c'est désastreux, etc., les libertés publiques, moi, je ne vois pas ce que Macron a apporté. Je vois, en revanche, les choses négatives. Et parmi les choses les plus négatives, il est porté par une oligarchie qui lui tend encore une fois, qui ouvre la voie de l'Élysée, mais qui présente en revanche Madame Le Pen, c'est vraiment les 10 plaies d'Égypte. Enfin, Madame Le Pen, tout est acheté sur Madame Le Pen. Quand vous lisez Libération, il n'y a jamais, quoi qu'elle puisse dire et faire, c'est vraiment, tout est à charge. Tout est à charge. Tout le temps à charge sur Madame Le Pen. C'est incroyable. Ça, c'est plus, Et à décharge chez monsieur. Oui. Donc il a avec lui les grands médias, et puis il a surtout annihilé les contre-pouvoirs. Le Conseil constitutionnel ne joue plus son rôle, le Conseil d'État ne joue plus son rôle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel devenu Arcom ne joue plus son rôle, la Commission des sondages ne joue plus son rôle, etc. Donc ce que je crains, c'est que s'il est réélu, il va avoir 5 ans. Ça sera normalement son dernier mandat, quoi qu'il a commencé tel le Ceausescu moyen à dire qu'on peut-être on ferait changer la Constitution, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Poutine, donc changer la Constitution pour qu'il puisse rester plus longtemps. Mais normalement, c'est son deuxième mandat et dernier mandat de 5 ans, avec une presse acquise qu'il a d'ailleurs achetée avec des subventions publiques, qu'il existe, il y a des pays européens, par exemple la Suisse ou l'Allemagne, il n'y a aucune subvention d'État à aucun journal que ce soit. Quand vous voyez que ces journaux, que les contribuables payent des journaux comme Libération qui passent leur temps à insulter une partie des contribuables, il y a quelque chose qui ne va pas en France. C'est pas possible. Bon. Non, mais on n'a jamais demandé aux gens de verser de l'argent à des journaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc c'est Macron qui donne de l'argent aux journaux et puis qui le lui retourne. Donc voilà, moi ce que je crains, c'est que ayant avec lui la presse, ayant annihilé les contre-pouvoirs, étant réélu, donc auréolé d'une réélection, sachant que c'est son dernier mandat, c'est comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est open bar.
c'est la roue libre. Il pourra faire ce qu'il veut. On apprend d'ailleurs ce matin, par la bouche de Jean Castex, que Castex a dit que il comptait rester à Matignon au moins jusqu'aux législatives si Macron est réélu. Donc le changement commence de façon drastique, puisque si on comprend bien, ça veut dire que Macron lui aurait confirmé qu'il resterait à Matignon. En fait, Macron a montré qu'il était totalement imperméable à ce que peuvent penser les Français. Et puis de toute façon, Macron ne se sent pas redevable vis-à-vis des Français. J'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, Madame Le Pen, quand elle se présente comme étant la candidate du peuple, il y a quelque chose de profondément vrai, parce qu'elle, là, pour le coup, elle est vraiment hors système. C'est-à-dire, tout le monde lui tombe dessus, alors que Macron, il s'en fout, en fait. Il a deux images avec lui. Emmanuel Macron, en mars 2020, a dit que nous sommes en guerre. Dernièrement, je vous ai vu dire qu'avec Macron, c'est la guerre. Pourquoi? Alors, il y a une grande différence qui s'est passée en France depuis une trentaine d'années. Mitterrand, quelques semaines avant de quitter le pouvoir, a fait avant sa mort plutôt, c'était après avoir quitté le pouvoir, il a fait un entretien assez long qui a donné un livre qui s'appelle Le Dernier Mitterrand avec Georges-Marc Benabou, qui était un journaliste au Nouvel Observateur. Et Mitterrand a dit « La France est en guerre, mais les Français ne le savent pas. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » C'est-à-dire que Mitterrand, comme avant lui De Gaulle ou Pompidou, Mitterrand avait compris que le problème numéro un, c'est pas le seul, mais le problème numéro un de la France, c'est l'hégémonie américaine, et que les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde, et notamment sur l'Europe, et notamment sur la France. Aujourd'hui, lorsque M. Macron dit on est en guerre, il ne parle plus des États-Unis, il est du côté américain. Ça veut dire que les Américains ont triomphé. Et on est dans une situation d'un président de la République qui ne défend plus nos intérêts. On le voit d'une façon c'est presque comique, de bêtise et de nullité, quand on voit que la France, aujourd'hui même, on apprend que monsieur Bruno Le Maire a dit qu'il allait falloir vraiment faire un embargo sur le pétrole russe. Mais s'il y a embargo sur le pétrole russe, il me semble que les Russes ont dit que dans ces conditions, ils arrêteraient de livrer du gaz. Si on fait ça, l'Europe est totalement à genoux. Mais le pire de tout ça, c'est qu'on prend ces mesures sur instigation américaine, alors que les Américains, eux, achètent du pétrole et du gaz russe de plus en plus. Enfin, il y a quand même des limites à la jobardise. Enfin, je croyais. C'est-à-dire qu'on a vraiment des élites. Enfin, moi, je parle pas des élites. J'appelle ça même pas des responsables. Un responsable, c'est quelqu'un qui a une réponse logique à quelque chose. C'est plutôt des irresponsables qui ne défendent plus du tout nos intérêts nationaux, ni même européens. J'ai vu hier qu'il paraît que Joe Biden, enfin ce qu'il en reste, aurait organisé une réunion à la Maison-Blanche où il se serait félicité en petit comité du fait que l'économie européenne serait bientôt au bord de l'effondrement général. Les Américains sont à la manœuvre. C'est pas des gens sympathiques du tout. Hein. Ils sont à la manœuvre, non pas contre la Russie, mais contre. Il y a Charles Gave qui a eu ce bon mot. Il a dit les Américains se battront contre la Russie jusqu'au dernier Européen ou jusqu'au dernier Ukrainien. Ils nous envoient en première ligne et pendant ce temps, ils font des bonnes affaires. Donc voilà, on n'a pas ce genre d'analyse. Et lorsque Madame Le Pen essaye ou a essayé de faire passer ce message, aussitôt tous les médias du système lui tombe dessus, et elle est obligée d'aller à Canossa et de présenter, d'expliquer que les Russes sont très méchants, etc. Moi, j'ai dit depuis l'origine, sur cette affaire russe, j'ai condamné, j'ai été le premier à le faire. J'étais invité chez Israël 24 News, ils m'ont demandé si la Russie intervient, qu'est-ce que vous direz. J'étais le premier à dire, il faudra condamner, parce que c'est vrai que c'est condamnable. Bon, au regard du droit international. Mais il ne faut pas se limiter à ça, il faut savoir quelles sont les origines de ce problème. Voilà. Et je pense que la France n'est plus du tout dans son rôle. La France devrait avoir une position d'équilibre. Elle devrait avoir une relation avec Vladimir Poutine comme avec les autorités. Les autorités de Kiev, c'est un pion américain. Les vraies choses, c'est entre la Maison Blanche et puis le Kremlin, puisque c'est un grand jeu qu'il y a derrière. Et la France devrait être
entre les deux. Le problème, c'est qu'elle ne peut plus être entre les deux. Elle ne peut plus jouer. Parce que il y a eu un parti pris atlantiste depuis un moment, pour vous. En 1968, lorsqu'il y a eu des négociations de paix qui ont commencé à s'ouvrir sur la guerre du Vietnam, avec d'un côté le Nord-Vietnam et les Viet Cong, c'est-à-dire les Sud-Vietnamiens communistes, de l'autre côté le gouvernement de Saigon du Sud-Vietnam et les Américains. Je me rappelle, j'étais enfant à l'époque, mais je m'intéressais déjà aux questions internationales, et pendant des jours et des semaines entières, tout y est passé. Les négociateurs voulaient savoir où est-ce qu'ils allaient se rencontrer. Alors, les États-Unis, non. Le Nord-Vietnam voulait pas. Moscou, non. Les Américains voulaient pas. Pékin, encore moins. Et puis après ça, on était question de Genève. Ça n'allait pas non plus. Et puis ci, et puis ci, et puis ça. Finalement, où c'est que ça, tout le monde est tombé d'accord? Paris. Paris, avenue Kléber. Et pourquoi il y a eu les négociations de paix qui ont eu lieu à Paris? Parce qu'on était en 1968 et parce que la France de Gaullienne était au sommet, à l'apogée de son rayonnement mondial, et elle était apparue, grâce à Charles de Gaulle, comme une puissance d'équilibre, certes une puissance occidentale, mais qui savait dire non aux États-Unis, comme de Gaulle. Vraie compétence diplomatique. Oui, comme de Gaulle avait dit non. Ce que vous regrettez aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus cette position de diplomatie bien sûr, internationale. Et qui est réclamée. Parce que le problème, c'est que nous manquons un petit peu au monde. Vous comprenez, lorsque la Turquie, maintenant, au passage, rappelez-vous, il y a encore 3 mois, on nous expliquait que Macron allait être le président de l'Europe. Bon. Tout le monde s'en fout de Macron. J'avais expliqué d'ailleurs en son temps qu'il était président de rien du tout. Président du Conseil des ministres de l'Union européenne, c'est pas président de l'Europe. Enfin bref. Mais il est tellement carbonisé aux yeux de Moscou que maintenant, les négociations ont plutôt lieu en Turquie. Mais bon, la Turquie, c'est pas la France. Donc, aux yeux du monde entier, la France, elle a quand même l'image, mais ça continue encore, une image historique, le pays des droits de l'homme, et ci et ça. Donc, la France, si elle revenait à une politique d'équilibre, elle pourrait jouer un rôle pour la paix dans ce domaine. Et dès que vous dites ça, vous avez aussitôt des gens, vous allez voir là, sur votre vidéo, il y a des gens dans les commentaires, il y a des gens qui diront « Ah là, c'est encore un poutinolâtre, etc. » parce qu'on a chauffé à blanc l'opinion publique en présentant systématiquement la Russie de façon négative. François Asselineau, je vous entends condamner la guerre et prôner la diplomatie telle qu'on a pu le voir avec Dominique de Villepin en 1994. Donc, pour vous aujourd'hui, cette diplomatie qui était une des forces de frappe de la France, on va dire, une de ses marques de fabrique, elle a disparu complètement ? Elle est en très mauvais point, enfin, en très mauvaise situation. Vous avez vu d'ailleurs que Macron a décidé de supprimer le corps diplomatique. Il faut remonter à la Renaissance, il faut remonter à François Ier. Il est en train de tout saboter. Et puis nous sommes tellement alignés sur les États-Unis qu'effectivement notre parole est devenue inaudible. Rappelez-vous, Dominique de Villepin, vous avez raison de le citer, en 2003, au moment de la guerre en Irak, il a fait ce discours très remarqué à l'ONU. Je le connaissais un petit peu, j'avais envoyé une lettre de félicitations, il m'avait gentiment répondu. Oui, c'est en 2003. Il m'avait très gentiment répondu. J'avais dit vraiment, il avait bien représenté la France. D'ailleurs, c'était à la grande fureur des États-Unis et d'une grande partie des pays de l'Union européenne, mais dans le monde entier, de Buenos Aires à Moscou, de Tokyo à New Delhi, de Pékin à Sydney, il y avait des gens qui se précipitaient dans les alliances françaises pour apprendre le français. Et donc, dans le monde entier, on attend de la France cette parole, une espèce de parole de justesse, d'équilibre. C'est une nation qui doit porter haut mais encore, pour quelle est cette position? Elle ne peut pas appartenir ouvertement à un camp. Et c'est pour ça que la parole de la France est devenue actuellement vraiment complètement inaudible. Donc ce qu'il faudrait, à mon avis, vous connaissez le programme que je défends, la France ne doit pas être dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Depuis qu'on a réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN, on est considéré dans le monde entier comme un vassal des États-Unis. Vous me permettrez de dire aussi quelque chose que je trouve incroyable. C'est que l'Union européenne, et en particulier la Commission européenne, font des séries de coups d'État depuis maintenant quelques mois qui sont plus incroyables les uns que les autres. Lorsque je vois que Mme von der Leyen, qui est une femme sur laquelle il y aurait beaucoup à dire quant à sa
sa généalogie. Dans sa famille, il y avait des gens qui étaient carrément des nazis sous Adolf Hitler. C'est quand même une femme qui, par ailleurs, a un passage au ministère de la Défense allemand. Il y a quand même, il semble qu'elle s'en soit fichue plein les poches. Là, avec ses liens avec Albert Bourla, des commandes de 5 milliards de doses. Avec l'affaire des SMS qui ont disparu. Oui, avec l'affaire des SMS. Tout ça, c'est une femme, ça pue. Voilà. Bon. Mais en plus de ça, elle se permet de prendre des décisions à la place des États. D'envoyer des armes en Ukraine. D'acheter pour 500 millions d'euros d'armes, puis 1 milliard, puis 1 milliard 500 millions, puis maintenant de dire, j'ai vu au tout dernier jour, ça y est, elle dit, on va faire l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Vous avez vu, elle a posé des questions, j'ai vu que Zelensky lui a donné 2 tomes comme ça de réponses. Ça pourrait se faire en quelques semaines. Mais attendez, il y a 38 chapitres de négociation pour qu'un pays entre dans l'Union européenne. Ça prend en minimum, il n'y a aucun exemple qui ait pris moins de 10 à 12 ans. En particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder les circuits de corruption, l'état du droit, etc. Ça veut dire que sur la simple bonne parole de M. Zelensky, qui par ailleurs est un escroc, qui a détourné des millions de dollars pour s'acheter des bâtiments luxueux à Londres, pour acheter là une villa luxueuse que vous trouverez sur Google, en Italie, sur la côte de Ligurie. Bon, il va dire non, tout va bien, et on va faire entrer l'Ukraine comme ça. Est-ce que les Français se rendent compte du coût que ça représenterait si l'Ukraine entrait? Je parle même pas des questions géopolitiques. Je parle même pas que c'est inacceptable pour Moscou que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Mais est-ce qu'on se rend compte du coût en dizaines de milliards d'euros que ça représenterait pour le contribuable français? Et c'est Madame von der Leyen qui dit ça. Et là-dedans, qu'est-ce que fait Macron? Il est aux abonnés absents. Nous vivons une période où la Commission européenne, c'est pas possible. Donc cette procédure, on va dire accélérée, qui, si on prenait l'exemple de la vaccination, qui a eu une procédure accélérée d'autorisation, on pourrait faire un parallèle qu'il y a des procédures accélérées de par l'urgence de la situation en Ukraine. J'aime bien votre parallèle, je le trouve assez juste. C'est-à-dire que on bafoue toutes les règles et au nom du respect de l'état de droit en plus. C'est ça le plus extraordinaire. C'est quand je vois par exemple, ça vous dit, c'est d'un côté on a un virus qui est pas forcément mortel, de l'autre côté on a une situation où il y a une guerre, il y a des gens qui meurent. C'est quand même peut-être plus important de s'occuper d'une adhésion en urgence, non Non mais on sait très bien que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est impossible. Ou alors c'est la Troisième Guerre mondiale. Bon, alors certains peuvent protester. Je vois sur Internet des gens qui me disent « Vous avez l'esprit de Munich, et ci, et ci. » Mais qu'ils y aillent, ils savent ce que c'est qu'une guerre nucléaire. Ils sont déjà allés à Nagasaki ou à Hiroshima avec des bombinettes à l'époque, les bombes A. Maintenant, les bombes H, c'est 1000 fois Hiroshima. C'est ça qui va. Vous savez qu'avec Satan II, là, l'un des missiles russes, Poutine, il envoie ça sur la France. En 3 minutes, on est rayé de la carte. Et en plus, on peut même pas détecter avec des radars. Ils se rendent compte de ce qu'ils disent, les gens qui disent oui, il faut y aller. Mais ils sont barjots, hein. De la même façon d'ailleurs que diraient les États-Unis, je l'ai déjà dit d'ailleurs un nombre de fois incalculable, j'ai vu qu'hier, je crois que c'était même, je sais plus quel journal qui disait ça, est-ce qu'on imagine qu'il y ait des bases militaires russes au Mexique, je sais pas, en Basse-Californie ou dans les États-Unis? On a bien vu les missiles à Cuba, donc voilà, ça a fait exactement, une affaire quelques dizaines d'État. de kilomètres du Texas ou de l'Arizona. C'est tout simplement inacceptable pour des grandes puissances. Alors on peut regretter, bien sûr, mais c'est comme ça. C'est comme ça. La géopolitique, de la même façon que la France, elle a des contraintes qui pèsent sur sa souveraineté nationale. Première contrainte, nous n'avons pas d'hydrocarbures en France. C'est comme ça. Voilà. Et deuxième contrainte, on est au bord de la Méditerranée, on fait face au Maghreb. C'est comme ça. Donc, on fait quoi? Quelles sont les grandes... On n'est pas au fin fond de l'Océanie. Donc, les contraintes géopolitiques pèsent sur la souveraineté des États. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Comment pouvez-vous dire ça alors que vous êtes pour la souveraineté nationale ?» Mais la souveraineté nationale, c'est pas faire n'importe quoi. La souveraineté nationale, c'est permettre à un peuple d'être souverain sur ses prises de décision et sur son avenir. C'est lui qui décide. Mais évidemment, dans un contexte géopolitique déterminé. Voilà. Et je dis et redis et redis que nous avons des positions folles, en fait. En fait, c'est de la folie furieuse. Vous vous rendez compte quand même que la présentatrice de Rossiya 1, la première chaîne de télévision russe, est une femme très proche du pouvoir, proche du Kremlin. Elle est un peu la Claire Chazal de l'étape, si j'ose dire. Elle a dit, c'était jeudi dernier, que depuis que vous savez qu'il y a le navire amiral de la Russe qui a été détruit,
non pas par des forces ukrainiennes, mais en fait derrière les forces ukrainiennes, il y a des conseillers, il y a des soldats des pays de l'OTAN, des armes de l'OTAN. Elle a dit que c'était en fait le début de la Troisième Guerre mondiale et que maintenant la Russie ne se battait pas contre l'Ukraine mais contre l'OTAN, ce qui est vrai. D'ailleurs hier, ils ont à la BBC, je crois, ils ont présenté les témoignages de 2 Anglais qui ont été arrêtés à Mariupol et des soldats britanniques qui ont été arrêtés par les Russes et qui sont prisonniers des Russes. On assiste donc à une internationalisation du conflit, comme on dit. C'est-à-dire que ce n'est plus la Russie contre l'Ukraine. C'est la Russie, mais l'Ukraine, c'est des guerres par proxy, comme on dit, c'est-à-dire par des truchements, en fait. En fait, la Russie est confrontée à une véritable poussée de l'OTAN, que l'on voit également d'ailleurs en Finlande et en Suède. Donc, normalement, si on veut la paix, on essaye de calmer le jeu. Le rôle de la Commission européenne, d'abord, ce sont des fonctionnaires, ils n'ont pas de rôle. Normalement, c'est le rôle du Conseil des ministres, ou mieux encore du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui aurait dû se réunir et prendre position sur la Suède et la Finlande. Dans les conditions actuelles, que la Suède et la Finlande veuillent rentrer dans l'OTAN, sous pression de l'OTAN, c'est un nouveau chiffon rouge pour la Russie. 1300 kilomètres de frontières avec l'OTAN. Donc, on voit bien quand même qu'il y a des gens qui passent leur temps à jeter de l'huile sur le feu. C'est le camp occidental. Et puis que les Russes réagissent, alors plus ou moins adroitement, peut-être de façon pataude, mais quand même, comment ferait-on à leur place quand vous regardez une évolution des pays qui étaient dans l'OTAN il y a 30 ans et puis ce que c'est maintenant. Donc on voit bien qu'il y a une volonté d'invasion sous couvert. De modification des zones d'influence. Voilà, mais c'est même une œuvre de destruction, en fait. Bon. Donc il faut savoir ce que veut la France. Et moi, je dis, je suis très inquiet parce que l'élection qu'on va avoir dimanche, c'est l'élection entre donc Madame Le Pen et Monsieur Macron. Alors Monsieur Macron a montré qu'il était totalement incapable de refuser quoi que ce soit aux États-Unis d'Amérique, à l'OTAN et à l'Union européenne. Donc il nous entraîne. On ne sait pas où, en fait. Et moi, je suis extraordinairement inquiet. Vous avez dit, je crois, vous avez dit un mot très fort en disant que c'était une situation irréversible. Oui, parce que c'est un élément sur lequel j'attire l'attention de mes concitoyens. Moi, j'ai appelé à faire barrage à Macron. Voilà. Moi, j'irai voter, je voterai contre Macron. Pas blanc, pas nul. Je voterai contre lui, contre Macron. Parce que je pense que cet homme est extraordinairement dangereux. Et dangereux pourquoi? Parce que quand vous regardez les programmes, moi, quand je vois le programme de Madame Le Pen, il y a des choses qui me plaisent pas trop. Bon. Je comprends que certaines peuvent mettre en colère certaines personnes de gauche. Bon. Mais là, pratiquement tout est réversible. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un changement de majorité dans 5 ans, ils pourront, si ça s'est mal passé, changer le truc. Bien. Il y a une chose, à mon avis, qui sera irréversible, c'est le RIC. C'est que si elle introduit, comme elle l'a promis, le référendum d'initiative citoyenne, il sera quand même très difficile ensuite à la gauche de revenir dessus. Je note d'ailleurs au passage que lorsque vous avez des gens de gauche, ou des gens de droite d'ailleurs, donc Macron, on ne sait pas où il est, qui s'indignent du RIC, moi personnellement, je ne vois pas dans le fait d'accorder aux Français ce que les Suisses, avec leur votation, ont depuis des décennies, ou ce que les Californiens ont également, c'est-à-dire des référendums d'initiative populaire. Moi, il me semble que c'est plutôt un progrès de la démocratie plutôt qu'une avancée du fascisme. Hein. C'est pareil, lorsque Mme Le Pen propose la proportionnelle intégrale à l'Assemblée nationale, ça me paraît quand même pas une marque d'extrême droite que de vouloir faire entrer des partis dissidents à l'extrême, en rupture de système à l'Assemblée nationale. On rappelle que François Mitterrand avait mis une dose de proportionnelle. Voilà. Alors c'est difficile parce qu'il faut que ça reste gouvernable. Donc bon, mais enfin, s'il y avait la proportionnelle à l'Assemblée nationale, le NPA par exemple, pour parler de lui, qui fait à peu près 1% des suffrages, ben, il aurait 6 députés. Il en a 0. Et quand je vois que M. Poutou part au créneau pour lutter contre ça, c'est quand même incroyable, en fait. C'est-à-dire, il lutte contre une candidate dont la politique reviendrait à donner 6 députés à son propre parti et il est contre. Enfin, c'est quand même très, très étrange. Mais bref, quand je vois le programme de Mme Le Pen, à part donc le RIC, qui à mon avis serait irréversible, parce qu'il faudrait quand même aller expliquer ensuite aux Français qu'on leur retire le droit à avoir un référendum d'initiative populaire, ce que personnellement je soutiens depuis, je l'avais même dit déjà en 2012. Son programme est réversible. En revanche, chez Macron, le programme est largement irréversible. Voilà, et quand on voit, par exemple,
quand on voit la façon, par exemple, qu'il est en train de détruire la diplomatie française avec le corps diplomatique, ça donne beaucoup de crédit à l'idée exigée par les Allemands que la France donne son siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne, c'est-à-dire en fait à l'Allemagne. Mais c'est une trahison, c'est vraiment la plus grande des trahisons possibles. Parce que le siège au Conseil de sécurité, tout le monde n'est pas forcément au courant, c'est ce qui fait de la France un des 5 membres, un des 5 pays. Il fait partie des grandes puissances depuis 1945. C'est grâce à De Gaulle qu'on a eu ce siège. Lorsque je vois que Macron, par exemple, est en train de brader le patrimoine national, on va même maintenant jusqu'à la privatisation de certaines parties du château de Versailles, qui vont être données sur je sais pas combien, sur des décennies pour transformer ça en hôtel. Quand je vois qu'il est prêt à brader aussi nos collections nationales, et je me dis, mais dans 3 ans, il va nous annoncer qu'il a vendu la Joconde au Qatar pour faire baisser l'endettement de la France. Enfin, tout est possible avec cet énergumène. Bon, et les décisions qui sont prises beaucoup de ces décisions seraient irréversibles, comme par exemple l'affaire de ces vaccinations dont on parlait. Les vaccinations, une fois que l'injection est faite, elle est faite, c'est irréversible. C'est pour ça que personnellement, je considère qu'il aurait fallu, on en a déjà parlé souvent, moi je ne suis pas contre la vaccination, je suis pour la liberté vaccinale. Et je pense que personnellement, je n'ai pas été vacciné et je m'en félicite. J'ai eu la Covid-19, j'ai eu le variant Delta, j'ai été malade quelques jours, j'ai pris de l'ivermectine, d'un seul coup ma fièvre a disparu. Alors il paraît que c'est très mal de le dire, mais c'est quand même la vérité. Bon, j'estime que ça a été géré d'une façon qui est quand même très étrange. Et quand je vois que Macron pointe le bout du nez pour dire qu'il va rétablir peut-être le pass sanitaire, et puis qu'on ait les questions du ID wallet, ça c'est très important aussi. Vous savez, c'est une création, d'ailleurs Thierry Breton, avant d'exercer ses fonctions de commissaire européen, a trempé dans ces sociétés du numérique en France, et qui ont participé à l'élaboration de ce système, je ne sais pas si vous vous êtes renseigné, qui serait une espèce de carte d'identité numérique européenne où il y aurait tout, en fait. Le passeport numérique, le passeport sanitaire numérique. Voilà, où il y aurait votre nom, votre prénom, votre date de naissance, où est-ce que vous habitez, votre statut sérologique, etc., etc. Mais aussi ce que certains appellent, on va dire, l'antichambre pour le crédit social à la chinoise. À la chinoise. Et je vois que le Conseil d'État vient d'approuver l'idée de tenir des fichiers où il y aurait tout. Mais pourquoi pas aussi vos opinions politiques et pour qui vous avez voté, surtout si on multiplie les comment dirais-je. Enfin, tout est envisageable dans cet univers orwellien. Et moi, ce qui me terrorise, c'est que Macron, s'il est réélu, il a carte blanche et aucun contre-pouvoir pour l'empêcher de faire ce qu'il veut pendant 5 ans. On l'a vu pendant 5 ans. Est-ce que les Français en veulent? Il y aura quand même une élection législative qui va arriver, donc oui, on peut espérer qu'il y ait un contre-pouvoir. Écoutez, ça n'est jamais arrivé dans notre histoire. Bon. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau président avec un changement de majorité, dans la foulée, les Français ont toujours confirmé leur vote en plus. Je le dis parce que je vois des gens de la France insoumise, par exemple. Moi, j'ai dit la logique aurait voulu. Honnêtement, quand vous regardez les programmes, le programme de Mélenchon, il est à 75% identique ou très comparable à celui de Mme Le Pen. À 25%, non, mais à 75%, oui. En revanche, il est à 80% incompatible avec celui de Macron. Donc normalement, si la logique aurait voulu que l'on fît un Conseil national de la résistance, comme en 1943, et où M. Mélenchon se rencontre avec Mme Le Pen. Alors je vois qu'il y a des gens déjà insoumis qui disent « Oh là là, c'est impossible, ça !» Mais non d'une pipe, en 1943, le Parti communiste français, sous l'occupation, dans la clandestinité, il s'est bien rencontré avec le représentant de Gaulle qui était un homme de droite, et qui était monarchiste d'origine, qui avait travaillé avec Philippe Pétain. Dans le CNR, il y avait des socialistes, des chrétiens sociaux, des gaullistes, des patrons, des ouvriers. C'est même marqué dans le programme du CNR, les patrons et les ouvriers. Pour les communistes de la grande époque, parler des patrons, c'était parler du diable. Et en plus, il y avait des membres de la cagoule, c'est-à-dire de l'extrême droite des cagoulards qui étaient entrés dans la résistance. Mais si le Parti communiste avait dit hors de question, parce qu'il était l'âme de la résistance intérieure quand même, à partir de 1943, on peut dire que s'il avait dit hors de question que ça se passe comme ça, il serait passé quoi? Il serait passé que De Gaulle n'aurait pas pu, superviser l'ensemble,
Il se serait passé que lorsqu'il y aurait eu le débarquement de 6 juin 1944, où vous savez d'ailleurs que De Gaulle a été écarté, les Américains seraient arrivés, comme ils sont arrivés d'ailleurs, avec des billets de banque publiés aux États-Unis et avec un schéma de gouvernement d'occupation comme pour l'Allemagne. Tout était prêt. Et s'il n'y avait pas eu De Gaulle, avec le CNR qui représentait toutes les forces de l'extrême droite à l'extrême gauche de la société française, eh bien, nous aurions eu un gouvernement d'occupation militaire américain avec une monnaie américaine. C'est ça qui se serait passé. C'est-à-dire que je pense que Mélenchon prend une responsabilité absolument historique. Il aurait dû se rencontrer avec Madame Le Pen. Ils auraient dû se mettre autour d'une table en disant, bon, voilà, dans nos programmes, qu'est-ce qui est compatible? Il y a 75% compatibles. Qu'est-ce qui est incompatible? Les 25% restants, qu'est-ce qu'on fait sur les 25% restants? Alors moi, je ne sais pas, je n'ai vu ni M. Mélenchon ni Mme Le Pen. Je suis un homme libre, mais je suis un homme qui dit ce que je crois vraiment ce qui est bon pour notre pays dans cette situation, pour éviter d'avoir Macron en 10 ans. Et donc, je pense que à partir du moment où ils auraient mis de côté ces questions-là, ben, ils pouvaient les regarder. Peut-être que Mme Le Pen, elle aurait dit, bon, ben, je repousse à plus tard l'affaire du voile islamique, ce que d'ailleurs elle vient de dire au passage. Peut-être que M. Mélenchon aurait dit, bon, l'histoire de la 6e République, ou les trucs woke ou cancel culture, on va mettre ça de côté. Bon, Donc vous prenez une forme de coalition droite-gauche. Écoutez, voilà, le plus grand agir commun, dans l'intérêt de la France. Voilà, le plus grand commun dénominateur aux 60 et quelques % de Français qui votent pour des partis qui veulent se soustraire aux contraintes européennes. Parce que là, Mélenchon, il est en train de faire quoi? Mélenchon, il est en train de faire réélire Macron. Alors qu'il s'est battu pendant 5 ans contre ce... Voilà, enfin, si vous voulez, il faut vraiment que les Français s'interrogent. Et c'est aussi un autre point que je voudrais dire. J'ai expliqué que Macron, s'il est réélu, aura carte blanche, roue libre, open bar pour faire ce qu'il veut. On l'a vu. On l'a vu pendant 5 ans. Et là, il a en plus la rouerie et la connaissance de ce qui s'est passé. Il pourra faire absolument ce qu'il veut. Vraiment tout brader, des choses irréversibles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Madame Le Pen, si elle était élue, elle serait dans la situation exactement inverse. J'ai déjà dit tout à l'heure que quand on lit les journaux aujourd'hui, c'est les 10 plaies d'Égypte, s'agissant de Madame Le Pen. Imaginez qu'elle soit élue, et vous verrez la semaine prochaine, ça serait les 2500 plaies d'Égypte. Toute la presse, c'est comme lorsque Trump a été élu. Donc là, il risque d'avoir un parlement elle risque d'avoir un bombardement de tous les médias contre elle. Alors le Parlement, qu'est-ce qu'il en serait? Moi, je suis assez enclin à penser que les Français... Rappelez-vous ce qui s'était passé en 81. En 80, on avait déjà dit ça. Lorsque Mitterrand a été élu, d'abord la droite avait dit jamais Mitterrand pourra être élu. Puis lorsqu'il a été élu, notamment avec le soutien en sous-main du RPR de Chirac, à ce moment-là, on a dit mais ils n'auront jamais la majorité à l'Assemblée nationale. Ça a été balayé. Les Français ont confirmé leur choix. Moi, je crois que les Français confirmeront leur choix. Je pense même que si Macron est réélu, eh ben, il fallait... Contrairement à ce que M. Mélenchon fait croire à ses troupes, il n'y aura pas une majorité de France insoumise à l'Assemblée nationale. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, il n'est passé que de 19 à 21,5%. Donc, il y aura, au lieu d'avoir 17 députés, il en aura peut-être 32. Et puis voilà. Donc, on en reprend pour 10 ans de Macron. Parce que M. Mélenchon, il met ça dans la tête de ses troupes, qu'il va y avoir un 3e tour, ça va être... J'espère que ça ne sera pas le cas, mais si c'est le cas, on verra qui aura raison entre ce que dit Mélenchon et moi. Donc, si Mme Le Pen est élue, elle peut aussi avoir un raz-de-marée en sa faveur. Mais même si elle avait un raz-de-marée, elle serait quand même confrontée au Conseil constitutionnel avec les membres inamovibles, présidés par Fabius. Tous ces gens qui ont été nommés par Macron ou par Hollande ou par Sarkozy ou par les présidents de l'Assemblée nationale de l'époque, et du Sénat. Elle aura contre elle le Conseil d'État, elle aura contre elle... Donc elle aura des contre-pouvoirs. Elle aura des quantités de contre-pouvoirs, sans compter... Ce qui est une bonne chose en démocratie d'avoir. Moi, je ne suis pas du tout contre les contre-pouvoirs. Elle aura également la Commission européenne. Elle se retrouvera dans une situation... à mon avis, qui est quand même assez comparable, je sais pas, au gouvernement actuel polonais ou hongrois, c'est-à-dire qu'il, quoi qu'il puisse dire et faire, il se fait critiquer. Donc elle va devoir composer et négocier. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et pour vous, c'est dans l'intérêt des Français. Écoutez, tout sauf Macron. On verra bien. On verra bien si au bout de 3 mois ou 6 mois ça se passe très mal, on verra bien ce qui se passera. Mais tout sauf Macron, parce que elle n'aura pas les mains libres. Elle n'aura pas les mains libres. Et puis moi, moi j'ai vu ce que donnait Macron. Elle, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle a en fait dans le ventre. On ne sait pas.
On ne sait pas. Il y a des choses que je vois sur Internet que je trouve un peu dingues. J'ai vu des gens qui écrivent, mais si Madame Le Pen est élue, elle va faire des arrestations par millions, il va y avoir des millions de gens exterminés. Mais c'est dingue. Enfin, vous imaginez ça? C'est-à-dire, il y a des gens qui... Donc on agite des anathèmes, des fanions qui sont pour vous inexistants. Moi, je ne fais pas... écoutez, j'ai toujours combattu le Front National. Depuis 15 ans, j'ai expliqué que c'était, en fait, servait le système. Parce que c'était, comme on appelle en psychanalyse, le mauvais objet. Là, elle ne représente plus le Front National, mais le Rassemblement maintenant, National. Elle a changé le Rassemblement National. Bon, elle a un problème, hein, c'est qu'elle s'appelle Le Pen. C'est aussi simple que ça. Donc elle le cache d'ailleurs, elle fait des trucs, mais elle s'appelle Le Pen, et dans la mentalité des Français, on a mis dans la tête des millions de Français Le Pen égale le diable. C'est là-dessus qu'elle a un problème. Pour le reste, moi, je ne fais pas spécialement confiance. Je dis, je pense, et je parle vraiment, et pour quelqu'un qui sait toujours, enfin, il me semble que mon témoignage est d'autant plus à prendre en considération que depuis 15 ans, j'ai combattu le FN, mais pas comme les autres, en disant qu'en fait, c'est un parti qui ne voulait pas sortir de l'Union européenne, ce qui est toujours vrai d'ailleurs, parce que si elle est élue, elle aura des soucis à se faire vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis de l'euro, parce que son programme est en partie largement incompatible, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, mon diagnostic est identique. Mais, si vous voulez, moi, ce que je fais, c'est que... C'est ça que je reproche à Mélenchon de ne pas faire et à la gauche, c'est que la situation elle est tellement grave, avec Macron qui est quand même quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, qui est complètement asservi aux États-Unis. On est au bord de la guerre mondiale avec la Russie quand même. Il est en train de détruire, on l'a dit tout à l'heure, les grands corps de l'État, le corps préfectoral, le corps diplomatique. Il est en train de brader le patrimoine national. Il est en train de détruire nos services publics. Enfin, cet homme, c'est la destruction généralisée. Donc face à ça, je me dis, même tout ce que j'ai pu dire contre Madame Le Pen et le Rassemblement, avant, encore une fois, elle a beaucoup changé depuis 5 ans, doit s'effacer vis-à-vis de ça. Et il se trouve, c'est pas moi j'aurais préféré être dans la situation de Madame Le Pen, pouvoir me présenter et avoir 25% des suffrages. Mais je ne suis pas irréaliste, c'est pas le cas. Donc je suis obligé de tenir compte des réalités. Les réalités, c'est que je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt supérieur de la nation, c'est de tout faire pour battre Macron. Et peut-être pour finir, François Asselineau, donc on a entendu votre argumentaire contre le président sortant. On a vu au premier tour qu'il y avait eu, je crois, 28% d'abstentionnistes. Donc on était presque le premier parti. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces abstentionnistes aujourd'hui? Alors, là, je dirais bien sûr d'aller voter. La difficulté, c'est que on est dans la fonction politique a perdu beaucoup de crédit auprès de la population. Quand on dit 28% d'abstentionnistes, on n'intègre pas d'ailleurs tous les gens qui ne sont même pas intégrés sur les listes électorales. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous croisez des gens dans la rue, il y a énormément de gens, des jeunes par exemple, qui ne sont pas inscrits forcément sur les listes électorales. Donc moi je dirais qu'il faut évidemment aller voter, mais il faut vraiment qu'ils comprennent ce pourquoi ils votent. Et le problème, c'est qu'on a un problème d'éducation civique, on a un problème de démocratie fondamentale. Ça n'est pas normal d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la presse, les médias, la télé, etc., qui soient aussi ouvertement partisans dans un cas et pas dans l'autre. Ça n'est pas normal que les grands médias du pays n'aient pas tous protesté contre le refus de Macron de présenter son bilan. Enfin, c'est fou comme histoire. Donc, moi, ce que je dis aux abstentionnistes, c'est le moment de se mobiliser. Et puis, j'allais dire un petit peu, faites-vous plaisir à tous les Français. Ça sent le renfermer, c'est moisi, la France. On a encore envie d'entendre comment dirais-je, j'ai vu que Raffarin, Manuel Valls, tout ce monde qui appelle à voter Macron, on recommence encore et encore, et François Hollande. Non, c'est ce qui s'était passé en 81. En 81, moi je me rappelle, j'étais comme vous, j'étais plus jeune, je me rappelle ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on avait expliqué aux Français que si jamais les Français élisaient Mitterrand, ce serait
le désastre absolu. Il y aurait les chars soviétiques qui seraient en France le lendemain matin. Ce seraient les socialo-communistes. Ce serait l'horreur, l'abomination de la désolation. C'est comme ça que ça s'est passé. Et lorsque le 10 mai 81, Mitterrand a été élu, il y a la moitié de la France qui a failli, qui était en plein effroi. C'était Belzébuth qui arrivait au pouvoir. C'est comme ça que ça avait été présenté. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les mois, les années qui ont suivi? Les Français, finalement, en revoyant le truc, se sont dit, ça a permis de changer une alternance, une véritable alternance, de changer l'eau du bain, etc., de voir apparaître des nouveaux visages, des nouvelles personnalités, de confronter également la gauche mitterrandienne à l'épreuve du pouvoir. De la même façon que si Madame Le Pen arrivait au pouvoir, elle serait confrontée à l'exercice du pouvoir. Comme moi, si j'étais arrivé au pouvoir, j'aurais été confronté à l'exercice du pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que Madame Le Pen, si elle arrive au pouvoir, elle l'a dit, elle ne se retirera pas de l'Union européenne ni de l'euro. Donc, elle sera obligée de composer. Ça va être difficile pour elle de composer avec la Commission européenne, avec les injonctions de la BCE. Je pense ça sera bénéfice pour la France parce que je pense qu'elle pourra faire peut-être comme Margaret Thatcher en son temps, ou comme les Britanniques pendant très longtemps, ou même comme toute l'Europe du Nord, c'est-à-dire de défendre beaucoup mieux les intérêts de la France vis-à-vis de Bruxelles. Ça serait déjà pas mal. Si déjà elle avait dans son bilan le fait de ne plus donner des milliards et des milliards d'euros à l'Union européenne, le fait, par exemple, d'interdire les projets de démantèlement d'EDF, le projet Hercule, d'interdire la vente des barrages hydroélectriques français, de mettre un terme à la privatisation rampante de la SNCF, etc. Si elle disait ça souverainement, en confrontation avec la Commission européenne, je pense que la Commission européenne plierait. Voilà. Et donc je pense que ça ferait du bien à la France de récupérer ça, y compris en matière internationale. Ça n'ira pas très très loin. Ça n'est pas moi le programme personnellement pour lequel je souhaitais être candidat, mais je pense que ça serait mieux. Tandis que si c'est Macron, eh ben, tous les agents qui m'écoutent d'EDF, de la SNCF, de la Poste, etc., leur avenir est plié. De même que les agents de la diplomatie française, de même que le corps préfectoral. Enfin, on ferme boutique. Macron, c'est la gestion extinctive de la France. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour les abstentionnistes ou pour les gens, mobilisez-vous ce dimanche. Vous avez un discours très, on va dire, dur envers le président sortant et plutôt à l'écoute, on va dire, d'une nouvelle forme de pouvoir. Il faut donner sa chance à ceux qui n'ont jamais exercé le pouvoir. Exactement. Exactement, parce que je me rappelle 81, et c'est exactement la même chose en sens inverse. La différence quand même, c'est qu'à l'époque, en 81, Mitterrand avait avec lui une partie de la presse. Le journal Le Monde, par exemple, faisait campagne pour François Mitterrand. Donc, il y avait une partie des intellectuels, etc., étaient avec lui. Alors qu'à notre époque, voilà, la parole est absolument verrouillée contre Madame Le Pen, qui se fait assez isolée. Il y a quand même très très peu de gens. Et même quand il y en a, des intellectuels prestigieux, comme Marcel Gauchet, par exemple, qui est un grand intellectuel, qui a été directeur de la revue Le Débat, quand il fait des prises de position beaucoup plus nuancées que la doxa dominante, quand il dit, en fait, l'extrême droite, ça n'existe pas, Madame Le Pen, c'est pas l'extrême droite, ce qui est la vérité, il parle en intellectuel. Lorsque vous avez un Emmanuel Todd qui explique que les européistes sont en fait des fascistes qui s'ignorent. Eh bien, ces intellectuels-là, hop, ils sont passés et on les éjecte. Libération a consacré un article plein de venin contre Marcel Gauchet. En revanche, vous avez à l'autre bout de la scène, vous avez Nabila, qui Nabila, elle appelle à voter Macron, alors même qu'elle a été condamnée à 6 mois de prison pour avoir essayé de trucider son compagnon et qu'elle vit à Dubaï. Voilà. Donc, en 80, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un certain nombre d'intellectuels français qui étaient encore auréolés d'un certain prestige, qui étaient du côté de Mitterrand. Alors que là, Madame Le Pen, elle a vraiment contre elle l'ensemble. Ce qui prouve d'ailleurs au passage à quel point ce qui se passe en ce moment en France est très très important. Et ça, j'insiste aussi auprès des gens qui m'écoutent. C'est que la France, c'est pas de la gnognotte. C'est pas de la gnognotte. C'est que si la France élit Madame Le Pen, même si elle reste dans l'Union européenne et dans l'euro, elle va quand même, normalement, enfin si elle est fidèle à son programme, elle va quand même prendre des positions qui vont réaffirmer la souveraineté de la France qui doit primer sur les délires de la Commission européenne. Et rien que ça risque d'ébranler tout le système.
parce qu'il y a beaucoup de peuples qui attendent ça, hein, de la France. Les Tchèques, les Slovaques, les Hongrois, les Polonais, les Italiens, les Grecs, les Espagnols. Il y a énormément de peuples, les Néerlandais, qui attendent que la France soit la première à bouger dans cette direction. Et c'est pour ça que les intérêts géopolitiques qu'il y a derrière, économiques, sont tellement importants qu'il y a ce tir de barrage monstrueux contre Madame Le Pen. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui veulent bien m'écouter, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer, je pense. Bien écoutez, François Asselineau, merci beaucoup. On rappelle, on a fait un petit peu un panorama de tout. Donc quelque part, Emmanuel Macron, le président des excès, Marine Le Pen de l'extrême droite, qui n'est pas vraiment extrême d'après certains philosophes aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'être venu sur le plateau de François, évoquer en homme libre tous ces sujets. C'est toujours un plaisir et je vous remercie à tous d'avoir suivi cet entretien essentiel. À bientôt sur Regardez François.